Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Benjamin Baudry. Je suis associé chez KPMG en advisory. Et donc, je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde, regard croisé. Pourquoi parler de l'inclusion LGBT+ en milieu professionnel? Alors, nous avons des invités, mais avant de les accueillir, j'accueille Géraldine Vial, directrice talent, culture et innovation RH au sein de KPMG. Géraldine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi organiser cette table ronde? Ouais, merci Benjamin. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors moi j'aime bien commencer par quelques chiffres. Déjà, d'après un baromètre de 2020 mené par l'Autre Cercle et l'IFOP, un salarié sur deux LGBT reste visible dans son entourage professionnel. Selon un autre baromètre, toujours de l'Autre Cercle et de l'IFOP, 2022, un salarié LGBT+ sur 4 déclare avoir subi une ou plusieurs formes de discrimination en entreprise de la part de sa direction. Et puis, j'aimerais aussi partager avec vous un verbatim de collaborateurs. Laisser la parole à finalement nos talents. S'il y avait un discours clair sur l'orientation sexuelle au sein de mon entreprise, ça m'éviterait d'être en permanence sur la défensive. Je cesserai de vérifier que je peux appeler mon ami sans risque et je ne perdrai pas de temps à éviter des conversations de collègues à la machine à café. Alors, vous me direz, est-ce que la question de l'orientation sexuelle a vraiment sa place au sein de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise doit interférer finalement dans la vie privée? Mais n'est-il pas commun finalement de partager de ses photos de vacances, de parler de ses enfants, de faire un pot entre collègues pour célébrer un mariage, un Pacs, une naissance, ou encore tout simplement de parler de ses activités le week-end? Donc c'est impossible de nier finalement que les temps de vie professionnels et personnels s'imbriquent. Alors aujourd'hui, 1 an après notre passage entreprise à mission, 15 jours après la resignature de la charte de l'Autre Cercle, c'était important pour nous de continuer finalement nos actions de communication et de sensibilisation et de proposer cette conférence vraiment de regard croisé. Pourquoi? C'est très simple. Pour proposer à toutes et tous un environnement vraiment inclusif, un environnement de liberté, d'insouciance. Notre objectif, c'est que finalement, chacun puisse parler de sa vie, de ses temps de vie, librement à cette fameuse machine à café. Merci beaucoup Géraldine. Merci Benjamin. Je vous propose qu'on commence sans plus attendre en accueillant nos invités pour cette table ronde. Rebonjour. Merci à nos invités de nous rejoindre. On a l'honneur de vous accueillir tous les trois aujourd'hui chez KPMG. Alors nous accueillons Catherine Tripon, porte-parole à l'Autre Cercle, l'association de référence en matière de diversité et d'inclusion LGBT+ au travail, et co-responsable du pôle employeur. Nous accueillons également Tariq Shakir Khalil, ancien partenaire chez PwC, aujourd'hui dans l'investissement immobilier, dans la musique, lauréat 2020 des rôles modèles LGBT+ à l'Autre Cercle, et papa de 2 filles et d'un garçon transgenre. Et on accueille également Jérémy Clamier-Droux, joueur professionnel de rugby au Rouen Normandie Club, premier rugbyman professionnel en activité à parler de son homosexualité. Bonjour à tous les trois et merci de nous rejoindre pour cette table ronde. Alors, je vous ai introduit, mais j'aimerais bien que vous parliez de vous. Donc peut-être que je vais vous laisser vous présenter peut-être plus amplement, chacun de vous trois. Catherine, est-ce que tu veux commencer? Alors, moi, j'ai la grande chance d'avoir rencontré l'Autre Cercle il y a 21 ans. Et à l'époque, c'était un sujet pour moi, mais sans plus, parce que je n'ai jamais subi de lesbophobie. À l'inverse de mon épouse, dans sa carrière professionnelle, et qui a été freinée plusieurs fois. J'ai plutôt eu des comportements sexy dans ma carrière, que j'ai su gérer, parce que j'ai sans doute la personnalité qui le permettait. Mais ça ne s'est pas fait grâce aux employeurs, ça s'est fait parce que je décidais de ne pas me laisser faire. Et sur les questions LGBT+, quand je suis rentrée à l'Autre Cercle, je savais que ça existait, mais j'ai vraiment pris conscience de quelque chose qui était caché, qui était profondément ancré dans notre société, notre culture française. Et quand je dis culture française, et avec du recul, aussi bien dans les filiales françaises de groupes anglo-saxons, parfaitement à l'aise par ailleurs sur le sujet.
Et donc ça, c'est une vraie problématique. Voilà, donc je me suis intéressée à ça parce que j'ai aussi un parcours à la fois un peu de politique, que j'ai été manager, que j'ai été DGA de l'Association des DRH de France. Et donc la question des ressources humaines, au-delà des ressources, c'est une question d'humain. Et les humains, ça ne se ressemble pas. Et c'est pas facile de gérer des personnes qui ne fonctionnent pas ensemble. C'est toujours extrêmement tentant d'aller recruter des personnes qui vous ressemblent. Et l'enjeu de la diversité, c'est ça. L'inclusion, on en parlera tout à l'heure. Bon, je pense qu'on va y revenir. Merci beaucoup, Catherine. Tariq, est-ce que tu veux te présenter plus amplement? Oui, et est-ce que tu veux que je présente un petit peu l'histoire de la famille ou, Eh bien, écoute, vas-y, avec plaisir. De toute façon, tu es là pour ça. Donc, tu vas nous parler de ton parcours en tant que papa et calier. Ok, très bien. Donc je m'appelle Tariq, effectivement, j'ai passé 30 ans chez PwC, la moitié en tant que partenaire. Et je suis marié avec 3 enfants et ravi d'être avec vous aujourd'hui en tant qu'allié. Je vais vous ramener un petit peu en 2018. C'est là où les choses ont commencé, où mes enfants ont commencé à m'éduquer. En 2018, je croyais être le papa de 3 filles. Et en 2018, la puberté a commencé à faire son travail sur mon aîné. Et un corps d'enfant a commencé à se transformer en corps de jeune fille. Et là a commencé une grande détresse. Et en septembre 2018, je parlais avec mon aîné et je lui avais posé une question, c'est quoi ton rêve en fait? Et la réponse, c'est je fais une chirurgie du haut. Et j'avais encore jamais entendu cette expression, mais j'ai compris tout de suite que mon aîné me faisait son coming out, que mon enfant ne s'identifiait pas en tant que fille, mais en tant que garçon, et me faisait son coming out de personne trans. J'ai également compris par tous les indices que j'avais depuis un certain temps, le petit nom qu'il avait adopté, Jace, la tenue vestimentaire, que ce n'était pas quelque chose qui datait d'hier, que c'était mûrement réfléchi. Et un mois plus tard, en octobre 2018, il avait fait son coming out à l'école, auprès d'amis, auprès de professeurs, auprès de la famille, mais toujours pas auprès de sa fratrie. Et en fait, ça s'est parfois bien passé, les coming out, parfois pas. Et je pense qu'il avait très peur que ça se passe mal avec ses petites sœurs qui avaient 3 ans et 6 ans, avec lesquelles, évidemment, l'enjeu n'est pas le même qu'un ami. Donc, il voulait que je l'aide. Et donc, je me rappelle de cet événement comme si c'était hier. On était en vacances au Japon. Et j'avais convenu d'aborder le sujet, d'introduire le sujet, après qu'il le dise avec ses propres mots. Et j'ai toujours parlé avec mes enfants de ce qui fait de nous qui nous sommes. Et je sais que tu aimes bien cette histoire, Catherine. Et j'ai toujours dit à mes enfants, on est fait de 2 choses, du tangible et de l'intangible. Et le tangible, c'est tout ce qu'on peut toucher, la main, la jambe, les bras, c'est facile à comprendre. Et donc je rappelle ça à mes enfants. Et là, j'ai Jace, j'ai Odessa, j'ai Livia. Odessa, à l'époque, elle avait 6 ans. Et elle me dit, papa, rappelle-moi l'intangible, c'est quoi? Je te disais ça, quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu peux le toucher? Il dit non, est-ce que c'est réel? Ben oui, évidemment. Quand tu as peur, est-ce que tu peux le toucher? Quand je te pose une question et tu réfléchis à ta manière, pas à la manière d'une autre, est-ce que tu peux le toucher? Non, mais est-ce que c'est réel? Évidemment. Tu aimes la musique, tu peux toucher ta passion pour la musique? Ben non. Mais tout ça, c'est de l'intangible et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le toucher que ce n'est pas réel. Et on ne décide pas. On ne décide pas d'aimer la musique. On n'aime pas. On aime le sport, on n'aime pas. Voilà, ça fait partie de qui nous sommes et c'est tout aussi réel que l'intangible. Et là, je dis Odessa, je te pose une question. Est-ce que tu es une fille ou un garçon? Elle me dit, je suis une fille. T'es sûre, hein? Comment tu sais? Et là, je la regarde, elle rigole, elle regarde vers le bas. Je dis, t'as besoin de vérifier le tangible pour savoir? Elle dit, bah non, je le sais, je le sens, je me sens fille, je suis une fille. Et là, je dis, Odessa, Jace a quelque chose à te dire. Et elle se retourne vers Jace, et Jace regarde Odessa et Livia, qui écoute tout, et il dit, moi, je me sens garçon. Je sais que je suis un garçon. Et Odessa regarde Jace. Donc, tu es mon frère. On s'attendait à tout ça. Et on était très émus, Jace très ému. Odessa l'a senti, elle a mis ses bras autour de lui, lui a fait un grand câlin, elle a dit « J'ai toujours voulu un frère ». Et ce qu'Odessa a réussi à faire en 3 secondes, c'est d'accepter son jugement, et sans forcément comprendre. Je suis convaincu qu'elle n'avait pas tout compris de ce que c'est la transidentité. On n'avait pas utilisé le mot transidentité, transgenre. Pourtant, elle avait compris, elle avait accepté.
Et elle avait envie de comprendre, donc elle commence à poser des questions. Donc on a eu 15 minutes de questions. Elle a dit, mais en fait, ton corps, il n'a pas changé là, entre-temps. Non, mais donc ton corps, il est toujours comme le mien. Oui, ça ne doit pas t'aller, ça. Ben non, donc tu vas vouloir que ça change. Comment tu vas faire? Et là, à travers 15 minutes de questions, elle met le doigt sur 2 sujets majeurs qui sont la dysphorie du genre, la souffrance qui découle de ce décalage entre l'identité intangible et l'identité tangible, et sur le fait qu'une solution peut être la transition. Et puisqu'on ne peut pas transitionner sur ce qu'on ressent au sein de soi-même, il ne reste plus que le tangible. Donc ça, elle avait compris. Alors, vous faire comprendre la souffrance qui peut découler d'une dysphorie, c'est difficile, mais c'est important. Voir son enfant se dégoûter de son propre corps, ne pas vouloir prendre une douche pour pas se voir prendre des douches dans le noir avec une grosse éponge pour pas avoir touché son corps, et même dans ces conditions-là d'être en sanglots, de cacher sa poitrine avec des binders au point de se saigner pour avoir une apparence masculine. C'était à tel point que je ne comprenais pas que parfois Jace était heureux. Je ne comprenais plus. Et donc, j'ai fait ce que j'ai toujours fait avec Jace. Je lui ai demandé de m'aider à comprendre. Donc, je lui ai dit, comment ça marche, la dysphorie, Jace? Il faut que tu m'expliques. Des fois, je te vois, tu es en train de chanter, tu es heureux. Enfin, je suis contente, mais je ne comprends pas. Je vois une souffrance un jour et puis le lendemain, tu chantes. Et il me dit, papa, est-ce que tu passes ta journée à te dire, tu es un homme? Je dis, bah non, enfin, je suis moi, je passe ma journée. Il dit, mais moi non plus. Je passe ma journée, je suis Jace, je fais mes devoirs, j'écoute ma musique, enfin, la vie, quoi. Donc, il dit, sauf que parfois, on me remet le nez dedans. Et je suis confronté à ce décalage. Et comment est-ce qu'on me remet le nez dedans? C'est peut-être quelqu'un qui m'appelle par mon prénom donné à la naissance, un prénom féminin. Et donc, ça me remet dans la douche. La journée ensoleillée se transforme en journée noire. C'est quand je vais chercher ma carte bancaire. La banque a mis 1 an pour accepter de supprimer mademoiselle, de supprimer le prénom, de mettre une initiale. Pendant 1 an, quand il fallait payer, avant même de chercher la carte, il savait qu'il y avait un risque, que le serveur, il regarde ça, il lui fait une remarque. Donc, il ne voulait plus payer. Voilà, il ne pouvait plus acheter son sandwich à midi. Donc, tout ça pour dire quoi? Que la santé mentale d'une personne trans et n'importe quelle personne LGBT ne dépend pas que de cette personne. Ça dépend de tout un écosystème. Ça dépend de la famille, ça dépend des amis, ça dépend de l'école, ça dépend du lieu de travail. Pour justement avoir ces attentions, avoir cette compréhension, avoir cette écoute, cette ouverture d'esprit. Et une faille dans cet écosystème peut transformer une journée ensoleillée en journée noire, et un mot bienveillant peut faire tout l'inverse. Et donc, c'est là où je voudrais conclure en disant qu'une entreprise qui veut bien s'occuper, que ce soit de ses collaborateurs ou de ses clients, qui sont issus d'une société avec toute sa diversité, se doit d'accueillir cette diversité à bras ouverts, et comme m'a appris Odessa, sans jugement, sans forcément avoir besoin de tout comprendre. Et aujourd'hui, ça me paraît comme une évidence. Ça me paraît comme une évidence parce qu'en tant que professionnel, j'ai compris que la performance d'une entreprise est meilleure si on a des équipes diverses. C'est démontré très largement. Et je comprends aussi, quand je ne raisonne pas avec ma tête, mais avec mon cœur en tant que papa, que c'est majeur pour la santé mentale, le bien-être d'une personne LGBT. Et je remercie mes enfants de m'avoir fait grandir, de m'avoir fait comprendre ça. Merci beaucoup, Tariq, pour ce témoignage prenant. Tu as commencé à aborder des notions d'alliés, d'entourage. On va y revenir juste après. Je pense qu'on a ce sujet aussi qu'on va aborder ensemble. Jérémy, alors toi, tu es le premier rugbyman français en activité à avoir parlé de ton homosexualité. C'était en 2021. C'était important pour toi d'en parler. Et on parle souvent de coming out, mais on oublie que le coming out, c'est la résultante publique, la fin d'un processus qui commence bien avant pour nous de manière intérieure. Est-ce que toi, tu peux nous raconter ton histoire et pourquoi c'est important d'en parler? Oui, dur de passer après Tariq, mais je vais prendre la suite. Alors, comme tu dis, en 2021, j'ai eu la chance de participer à un documentaire qui s'appelle Faut qu'on parle sur Canal+, qui est disponible. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et en fait, c'est 6 sportifs de haut niveau qui parlent de leur vie, des difficultés qu'ils ont eues, que ce soit dans le sport,
dans la vie, avec la famille. Et on a tous notre histoire et en fait on parle tous. Moi, à cet âge-là, j'avais 30 ans et j'avais pas encore eu la force ou le courage de dire à mon père, entre quatre yeux, que j'étais gay. Pourquoi ? Parce que je viens d'une famille catholique, pratiquante, antillaise, mon père un peu polygame, vieille France et limite homophobe. Je dis limite parce que pour le coup, il m'a fait comprendre qu'il m'a accepté comme je suis. Et du coup, dans le documentaire, je lui dis de façon très naturelle et je me mets à pleurer que voilà, papa, je suis gay. Je suis comme tes autres enfants. Accepte-moi comme je suis. Et ce documentaire, il l'a regardé le jour de la fête des pères, je me rappelle, c'était le 21 juin 2021. Et je lui ai demandé de regarder le reportage qui dure 1 heure. Je lui ai dit pendant 1 heure, s'il te plaît, regarde le documentaire, on parlera après ou pas si tu veux. Je lui avais offert une bouteille de whisky parce qu'il adore ça, donc pour qu'il puisse regarder le documentaire plus sereinement, on va dire ça comme ça. Il a bu 3 verres et, et à la fin il m'a dit écoute, tu restes mon fils, je t'aime comme tu es. Il m'a dit que je le savais, j'attendais que tu me le dises pour en parler avec toi parce que j'allais pas aborder ce genre de sujet. Et il m'a quand même reproché le fait de l'avoir fait à la télé. Il a dit t'es pas obligé de passer par la télé pour me le dire. Mais bon, je suis content de l'avoir fait de cette façon parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément de personne avec qui je pouvais m'identifier en tant que rugbyman gay. Et il y en avait un qui avait fait son coming out quand j'étais plus jeune, mais c'était un Gallois. Et comme je te disais tout à l'heure, l'anglais et moi, c'est pas encore tout à fait compatible, mais ça va venir. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire pour les jeunes, pour la nouvelle génération. Et du coup, le seul frein que j'avais, c'était avec mon père. Mais du coup, je faisais une paire de coups, donc j'aidais la future génération et je le disais à mon père. Et après, moi, j'étais un peu out partout, que ce soit dans mes clubs de sport. La plupart de mes frères et sœurs étaient au courant. Bon, ils étaient tous au courant. Et j'avais aucun problème là-dessus. C'était vraiment le seul blocage, c'était avec mon père. Et il a bien pris. Et dans mon sport, ça a bien été accepté. Déjà, ça se savait, mais là, ça s'est su de manière nationale. Et la saison d'après, chaque fois que je me déplaçais dans un club ou que je jouais contre des adversaires différents, mais à chaque fois, j'avais des félicitations, que ce soit du président, du staff technique, sportif, ou des joueurs adverses qui venaient me saluer pour me dire franchement, mec, c'est courageux, c'est bien ce que tu as fait, ou de manière un peu plus vulgaire, il me disait t'as des couilles, enfin voilà. Mais franchement, j'ai eu que des messages positifs et je suis content. Et le rugby, c'est un sport très inclusif et un sport qui possède beaucoup de différences. En fait, on est 15 sur le terrain, quand vous nous mettez tous côte à côte, on est 15 différents. Et en fait, c'est la force de ces 15 mecs qui fait la force de l'équipe. Et du coup, que le mec soit grand, petit, gros, noir, arabe, chinois, on s'en fout. Tant qu'il est bon sur le terrain, c'est le principal. Et moi, que je sois hétéro ou gay, ou bi, on s'en fout. Jérémy, c'est mon pote. Tant qu'il est bon sur le terrain, il peut se laver à côté de moi à poil, on s'en fout, on est là pour jouer au rugby. Et puis, tant qu'il va pousser en mêlée, le reste, on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Et donc, au rugby, c'est bien accepté, ça a bien été pris. Et du coup, la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby, qui luttent contre toute forme de discrimination, m'ont contacté très rapidement après la diffusion du documentaire. Et du coup, maintenant, je travaille aussi un peu avec la Ligue, avec la Fédé. Et je fais partie de la CADE, c'est une commission à la Fédé qui lutte contre toutes les discriminations. Et je leur dis merci parce que ça m'a ouvert des portes. Et je suis content parce que, comme on disait tout à l'heure, quand on est dans une entreprise ou quand on est dans un milieu social, quand on est bien dans notre peau, quand on est bien dans notre corps, comme disait tout à l'heure Géraldine, on est plus performant sur le terrain ou plus performant dans le boulot. On est bien, quoi. Ou quand on va parler à la machine à café, on n'a pas besoin de se cacher, de masquer une vérité ou autre. On est à l'aise. Et donc, du coup, quand on est à l'aise, on est bien dans notre tête et on va être beaucoup plus performant sur notre lieu de travail ou dans notre loisir ou dans notre vie en général. Donc, je suis bien dans les baskets et je suis content. Voilà. Merci Jérémy. Alors, c'était
tu as commencé à répondre, enfin, tu as répondu à ma prochaine question, tu vois, l'anticipation. J'ai d'autres réponses. Mais je m'en doute. C'était qu'on avait commencé à parler de la sphère privée. Là, tu as commencé à parler de ta sphère professionnelle de ton côté, en disant que c'était important de montrer l'exemple pour les jeunes et pour la nouvelle génération. Et c'est vrai que dans le milieu professionnel, j'ai déjà entendu, le sujet de l'inclusion LGBT+, n'a pas sa place en entreprise, ou même des fois, la vie privée n'a pas sa place en entreprise. Géraldine a commencé à en parler, tu viens de le redire, Jérémy, c'est important parce qu'il y a toujours un moment où les deux se recroisent, à la machine à café, devoir échanger, et l'énergie que l'on perd à essayer de se cacher, d'éviter la machine à café pour éviter d'avoir à parler de sa vie privée, c'est pas normal que quelqu'un ait à perdre cette énergie-là. Toi, Tariq, tu as été partenaire chez Price. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé en entreprise, notamment par rapport à ton histoire personnelle en tant qu'allié ? Alors oui, déjà sur le fait que ça n'a pas sa place dans l'entreprise, c'est tellement faux parce que l'entreprise s'invite dans la vie privée en fait et le télétravail ne fait qu'amplifier ça. Enfin, on ne peut pas dissocier les deux. C'est pas un prétexte audible. Donc, pardon, sur le... C'était sur, vu que tu as travaillé dans un autre cabinet, mais de manière générale, même dans la sphère professionnelle, oui. Toi, en tant qu'allié, comment tu... Alors, en fait, je me suis posé une question quand j'ai commencé à travailler comme allié en 2018. Je me suis dit, bon, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait. Et j'avais un peu honte, pour être tout à fait honnête, et j'ai trouvé des réponses à ça. Et je me suis dit, est-ce que je me sentais légitime, une personne cis, hétéro, à porter la parole sur un sujet LGBT, alors que j'y comprenais beaucoup moins que les personnes concernées. Enfin, je trouvais tout un tas d'excuses, mais en fait, j'ai trouvé que c'était que des mauvaises raisons. Et en fait, qu'une personne qui n'a pas d'agenda propre a une autre voix qui peut permettre d'amplifier la voix des personnes concernées, parce qu'on parle pour les autres, on ne peut pas nous reprocher que oui, mais bien sûr, tu dirais ça. J'étais étonné à quel point j'ai vraiment été accepté. J'ai fait énormément d'amis au sein de la communauté LGBT+, et donc toutes mes appréhensions de est-ce que ma voix serait acceptée n'étaient pas fondées. Et puis, je me suis posé la question aussi, est-ce que ce serait accepté par mes autres associés, par mes clients? Est-ce que je risque pas de m'exposer, en fait? Je me suis dit, bah oui, mais une personne LGBT qui fait son caméra, elle s'expose, pourquoi je serais moins exposé? Et puis, je suis allé même au-delà, et c'est un ami trans qui m'a dit, en fait, c'est un filtre. Et je me suis dit, il a tellement raison. En fait, c'est les gens qui réagissent mal. Est-ce que c'est vraiment des clients, des collègues que tu as envie d'avoir? Si quelqu'un, il ne peut pas accepter que tu es allié LGBT+, il n'a rien à faire dans mon entourage. Donc, soit il est ouvert, il veut comprendre et on peut dialoguer ensemble. Mais si je prends une porte à cause de mon rôle d'allié, en fait, c'est bien, c'est un bon filtre. J'ai envie d'avoir ce filtre. Et en fait, j'ai découvert en fait que oui, peut-être ça change un petit peu son entourage de clients ou collègues, mais pour le mieux. Et donc, voilà, c'était un peu ça ma découverte. Et le fait d'être visible faisait que y avait des gens qui venaient dans mon bureau, qui partageaient leurs histoires. J'ai compris, je voulais pas décourager les gens d'être alliés. Je voulais que, moi, mon rêve, c'était 100% des personnes chez Price étaient alliées. Voilà, j'ai dit, en fait, l'objectif, il doit être là. Parce que si on n'est pas allié, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, mais un allié, il n'a pas besoin de faire des panels, etc. Il peut juste porter les couleurs, avoir une signature sans email, se pointer 5 minutes dans un pot, même s'il parle avec personne le lendemain au bureau, les gens vont le voir, lui, il était au pot. Donc, ça change les attitudes. Donc, j'ai découvert, en fait, que finalement, un allié, il n'y a pas un seul rôle pour un allié, ça peut prendre beaucoup de formes, mais quelle que soit la forme qu'on souhaite donner à ce rôle, ça contribue. Et il ne faut pas avoir peur d'être visible et d'avoir le courage de ses convictions. Catherine, alors toi, tu es responsable du pôle employeur à l'autre cercle. Tu es également co-responsable du guide Voilà sur la visibilité des lesbiennes au travail. On en est où en 2023 sur ce sujet de l'inclusion LGBT+? Alors, je voudrais juste te dire, je suis toujours aussi émue quand j'écoute Tariq raconter son histoire. Et la première fois que je l'ai entendu, c'était chez Price, effectivement. Et ton fils nous a rejoint à la fin. Tu lui as demandé s'il voulait monter à la tribune, il ne voulait pas, mais il se sentait à l'aise. Je vois l'ado qui arrive avec son sac à dos et qui était présent, écouter son père. Pour moi, ça reste un moment qui m'a fortement marqué. Et je pense, Tariq, que tu es même meilleur pour parler de la transidentité que les personnes transgenres concernées. Parce que tu as une manière d'expliquer l'indicible,
le non compréhensible pour quelqu'un qui est bien dans son genre. On appelle les personnes cisgenres. Moi, je suis une femme et je suis bien dans ma peau de femme. Tu as une façon incroyable de le raconter. Tu es aussi un allié incroyable dans ta manière d'aborder les choses et de le dire avec beaucoup de simplicité, de douceur et que tout le monde doit se dire, vous qui écoutez aujourd'hui cette émission, de se dire ah ouais, c'est normal, évidemment, il faut l'être. Alors, la question de l'allié, c'est bien sûr, on parle des critères LGBT+, mais ça vaut pour les autres critères. C'est effectivement réagir à des propos déplacés sexistes quand on est un homme. C'est réagir à un propos déplacé, on fait un peu pédé celui-là. Ok, quand on dit que c'est un peu pédé, c'est pas non plus allez, on va dire que c'est pas l'homophobie lourde. D'accord, c'est quand même pas un compliment. Et c'est de toute façon pas respectueux. Quand on écoute Jérémy, ce que dit Jérémy en filigrane, quand il dit qu'il est antillais, c'est qu'il est gay et noir. Et être gay, noir, maghrébin, asiatique, c'est très compliqué. Et que quand on est porteur d'un critère discriminant visible, on ne va pas se prendre une couche supplémentaire de risque en disant en plus qu'on préfère les garçons ou qu'on préfère les filles. Quand vient en plus le plan de la religion qui peut rajouter une couche supplémentaire aussi, parce qu'on n'est jamais que produit de son histoire, son éducation, et sur un sujet comme celui-ci, on ne fera jamais l'unanimité. À l'autre cercle, on a beaucoup produit avec les acteurs concernés, parce qu'on sait que c'est un sujet qui demande de la pédagogie. Et même au sein des instances comme exécutives, comité de direction, instance de direction d'une grande administration, d'une collectivité, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le sujet. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'idée du mariage, parce qu'il y a un côté sacralisé. Il y a des personnes qui ont du mal à imaginer, non pas que 2 femmes ou 2 hommes puissent élever un enfant, la vie est ainsi faite, d'avoir des familles recomposées aussi. Mais on peut ne pas être à l'aise avec la méthode. Alors même si la PMA maintenant est autorisée depuis octobre 2021 et la GPA est interdite, ça ne change pas le sujet quand un collab homme-femme, chez son employeur, à un moment donné, un enfant arrive dans son foyer et qu'il n'est pas le parent biologique. Comment je me rends visible? Et ce que disent les personnes gays, lesbiennes, bi ou trans, c'est on fait en permanence un coming out. Un coming out, effectivement, je parle de ma vie, de mes vacances, là, fin août, ça avait le retour des vacances, les photos, machin. Alors, avec mon ami, on a fait les circonvolutions oratoires, on est les rois de la planète. C'est pouvoir m'en donner, partager un moment de bonheur. Un enfant arrive de mon foyer. Je suis lesbienne. Bon, ça, je suis lesbienne. Mais ma compagne, en l'occurrence, on n'a pas d'enfant. Aussi. Voilà, elle est aussi lesbienne. Elle s'appelle Catherine, on est mariés depuis 2013. Mais ma compagne accouche. Je n'ai jamais dit que j'étais lesbienne au travail. Est-ce que je peux activer le congé d'accueil de l'enfant qui est venu compléter le congé de paternité? Tu parlais de Voilà tout à l'heure, donc qui est l'acronyme de visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail. Et là, avec l'IFOP, c'est la première enquête nationale, mais au monde, on n'a pas trouvé d'équivalent de nulle part ailleurs, même dans les pays très avancés sur le sujet. Et là, sur un panel représentatif de la société française, de femmes lesbiennes ou bisexuelles en couple avec une femme au moment de l'enquête et qui travaillent, puisque c'est le champ d'action de l'autre cercle depuis plus de 25 ans, on a quand même d'abord 53% de femmes qui ont subi une discrimination ou une agression. On parlait tout à l'heure d'une personne sur 3 dans le baromètre IFOP Autre Cercle, panel signataire ou panel national. On a 38% de ces femmes qui n'ont pas mis leur conjointe sur la mutuelle ou comme contact en cas d'urgence. Ça devient vraiment un sujet. Il y en a 33% qui n'ont pas activé le congé d'accueil de l'enfant. Ce fameux congé de paternité pour les papas dont la compagne vient d'accoucher. Donc, c'est activer les droits auxquels on a droit, parce qu'on se marie. Les jours de congé, voilà, moi je me suis mariée, j'ai pris mes 4 jours pour profiter avec mon épouse. Si j'avais un enfant, je serais venue le présenter, parce que c'est assez classique, et j'ai des collaboratrices, collaborateurs qui sont venus présenter leur enfant dans mes jobs passés, super contents, etc. Voilà. Je le fais, je le fais pas. Alors avant la pandémie, donc ça c'était une époque totalement révolue, il y avait ce qu'on appelle le Noël pour les enfants du personnel, avec les cadeaux pour les enfants du personnel. Je viens seule, je profite pour avoir un cadeau pour l'enfant dont je ne suis pas le papa ou la maman biologique. Je ne le dis pas, je viens seul, je viens accompagné, avec le risque d'un dévoilement, parce que le gamin peut dire « Il est où ton papa ?» Maintenant, je n'ai pas papa, moi j'ai 2 mamans, parce que les enfants, ce n'est pas un sujet. Les enfants, comme c'est dans un circuit d'amour, ce n'est pas un sujet. Mais c'est un sujet pour la société, et c'est un sujet pour l'environnement. Donc toute cette sensibilité, et franchement, voilà, vous avez 2 merveilleuses personnes qui ont décrit finalement ce qu'était de l'humain. On parle de ressources humaines, ok, il y a les ressources, productive, rentable, profitable, tout va bien. Progressive et autres. Et puis il y a humain. Un humain, par nature, c'est imparfait. Donc vous avez forcément, au sein de votre organisation, y compris chez KPMG, il n'y a pas de raison que vous soyez à l'abri du truc, je le dis à chaque fois, vous avez des personnes qui sont racistes, antisémites, sexistes, et évidemment LGBT-phobes, comme dans la société française. La seule différence, c'est que sur le lieu de travail, il y a des règles, il y a des lignes à ne pas franchir.
Alors ça peut être par contrainte, obligation, on va les respecter. Ok, c'est tout ce qu'on attend. On attend pour les personnes concernées qu'elles n'entendent pas ces propos déplacés, que si vraiment on n'accorde pas cette promotion ou cette prime, ou qu'on ne la recrute pas, ou qu'on ne transforme pas effectivement le CDD en CDI, que ce soit pour des vraies raisons objectives et pas des raisons subjectives. Et ça, c'est compliqué. Et même dans des process RH, et même après la charte qu'on a lancée maintenant en 2013, et qui a été re-signée par KPMG, on n'est pas à l'abri. C'est pour ça que c'est une charte d'engagement. C'est que c'est jamais gagné. Un changement de direction générale, un changement de DRH, ça peut ou amener l'organisation à mettre le sujet sur la table et le traiter comme les autres, ou au contraire à mettre des freins. On a connu les deux. Et on le vit encore aujourd'hui. Et c'est la société qui est ainsi. Donc c'est toujours un travail sur le fond, et on ne peut pas toujours demander, et ça va rejoindre pour la suite la question de l'inclusion. Moi je dis souvent que la diversité c'est le boulot des RH. De faire en sorte qu'on soit représentatif de la société française, qu'il n'y ait pas de comportement discriminant, qu'on objective les raisons qui font qu'on recrute pas, qu'on forme pas, qu'on promeut pas. L'inclusion, c'est le boulot de tout le monde, les autres. Hein, tu rappelais tout à l'heure l'enquête Ipsos où effectivement, nous on disait toujours entre 7 et 10% de la population qui serait LGBT+, parce que les enquêtes des différents instituts de sondage depuis pas mal d'années. Là, c'est 10% de la population qui s'estime LGBT+. Avec deux points importants. La première, c'est que les moins de 30 ans, c'est 22%. Donc les nouvelles générations sont beaucoup plus visibles. Alors l'histoire ne dit pas, est-ce qu'il y en a plus? Mon Dieu, quel risque, le lobby LGBT arrive. Ou est-ce que les personnes sont plus à l'aise? Évidemment, la réponse est la seconde. Parce qu'une entreprise, on parle d'entreprise aujourd'hui, mais c'est aussi administration, c'est collectivité publique et autres, c'est à un moment donné, la société, une vraie porosité, vie privée, vie professionnelle. Donc, ce qui se passe à l'extérieur arrive sur le lieu de travail, avec les violences. Les violences à l'extérieur qu'on a pu connaître au moment du Pacs, au moment du mariage, un peu moins sur la PMA, mais quand même. Et puis les violences d'agression physique tout court. Le rapport de SOS Homophobie, une grande enquête de l'ILGA, qui est l'Association internationale des associations LGBT+. Il y a un accroissement des violences en Europe, je ne parle même pas du monde. Les statistiques du ministère de l'Intérieur qui indiquent qu'il y a 2 fois plus d'agressions LGBT-phobes en 5 ans. Et qui dit lui-même, on est très loin de la réalité, parce que beaucoup de personnes n'osent pas le dire. Le nombre de personnes qui se sont fait agresser après la marche des fiertés à Paris, par toute catégorie de population et d'âge, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années, mais on sent qu'il y a une libération de la violence. La campagne présidentielle a malheureusement joué un rôle majeur, parce que des personnalités politiques de premier plan se sont autorisées à tenir des propos qui ont donc permis une libération de la parole négative, qui est donc revenue sur le champ. Avant, c'était plus politiquement correct depuis quelques années. On arrivait bien à avancer. Là, maintenant, on est sur un phénomène de grande violence, y compris sur les réseaux sociaux. À chaque élection présidentielle, on se fait une grande frayeur. On va encore en faire une bientôt. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, le seul lieu qui reste stable et safe, c'est le lieu de travail, avec des règles à ne pas dépasser, avec des alliés qui réagissent. C'est-à-dire quelqu'un qui est porteur du critère majoritaire et qui va prendre, alors c'est pas forcément fait et cause, mais va réagir à un comportement inapproprié d'une personne issue d'une minorité. Il n'y a que les femmes, c'est pas une minorité, moitié des femmes travaillent, moitié des hommes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les réseaux LGBT, même très engagés, les ERG comme on dit, vous allez avoir 19 gays visibles pour une lesbienne. Les femmes ne sont pas visibles, ou sont elles-mêmes, elles seront officiellement alliées. C'est pour ça qu'on a créé ce programme Voilà, qui a été soutenu par l'État et par un certain nombre d'entreprises, pour justement comprendre les ferments de cette histoire et comment on apportait des réponses. Et entre autres avec le guide, qui est des réponses qu'on peut apporter. Mais c'est vrai que quand vous subissez des comportements sexistes, quand on a élevé, parce que finalement, avant d'être gay ou lesbienne, on est un homme ou une femme. Et on n'est jamais le produit de son éducation. Donc on élève les petits garçons à aller de l'avant, y aller, prendre la parole et tout. Et les petites filles, on les élève plutôt dans la retenue. Eh bien, c'est la même chose dans la vie professionnelle. Et vous trouverez d'ailleurs, et même dans le milieu associatif, on a poussé le monde associatif à avoir des coprésidences. D'ailleurs, l'autre cercle a maintenant une coprésidence. Ça ne s'est pas fait naturellement. Hein. Il y avait des freins en interne, pas toujours bien exprimés, mais évidemment, il y en avait. Parce que, voilà, on a des comportements sexistes, y compris chez les gays. Et du rejet, mais aussi du rejet parfois des personnes trans chez les gays. Voilà. Donc, il n'y a pas de gens vertueux. Il y a un système qui doit, pour amener à plus de vertu et de reconnaissance des autres dans leur singularité, de se dire, et c'est vraiment le mantra de l'autre cercle, c'est le pari d'intelligence. On est tous capables d'évoluer, de pousser ses curseurs. Pas juste parce qu'à un moment donné, on est ministre, on a été homme ou femme politique opposé, finalement on l'est aujourd'hui. On peut l'avoir été pour des raisons idéologiques, on peut l'avoir été par conviction, puis on se rend compte que ça n'a pas bouleversé la société. Moins de 10% de mariage entre personnes de même sexe, ça n'a pas révolutionné le monde du mariage. Ça n'a pas remis en cause la société. On a aujourd'hui des enfants qui sont élus de papa, de maman, des couples recomposés, des familles monoparentales. C'est assis, c'est la société, des parents qui sont divorcés.
chose qui n'existait pas à mon époque, c'était très mal vu. Aujourd'hui, c'est un non-sujet. Donc on voit bien, et ce n'est pas un délitement de la société française. C'est juste que la société, elle n'est pas uniforme. On a effectivement un garçon comme Tariq, qui, comme son nom l'indique, est un Auvergnat de souche. On a Jérémy, qui, avec son prénom, est tout à fait français aussi, mais il est antillais, donc il est français, et pourtant il est noir, par rapport à moi qui suis blanche. Moi, quand je rentre dans un environnement de personnes blanches, on ne va pas me repérer. Si j'avais la peau noire, forcément, on me regarderait avec ma peau noire. Donc, on n'aime pas ce qui est différent, on a du mal. Donc, il y a forcément ce travail à faire de construction, d'inclusion. Il y a des outils, il y a de la mécanique, il y a de l'engagement, et puis il y a des rôles modèles. Et ils sont essentiels parce que c'est dire aux autres. Voilà, nous, on a réussi, ou on n'a pas été empêchés. Je me souviens d'une signature il n'y a pas longtemps dans une tour, peut-être un concurrent de la maison KPMG, pas tout à fait, mais voilà, un grand groupe. Et dans la signature, il y avait le président, le responsable des DNI, et puis il y avait celui qui est devenu sponsor et qui expliquait, moi je suis arrivé il y a 20 ans, j'étais caché. J'ai pas envie que les jeunes qui rentrent chez nous aujourd'hui se cachent comme moi je me suis caché pendant 20 ans, donc je suis maintenant visible. Et c'est ça, en fait, qui est plus important, plus que le travail que peut faire l'autre cercle par ailleurs. Alors, tu as commencé à l'aborder, Catherine. Tu as dit que on avait besoin que l'inclusion, c'était l'affaire de tous, qu'on avait besoin de tous. Il y a des rôles modèles, mais il y a aussi des collaboratrices et des collaborateurs qui nous écoutent là, qui sont des alliés, des potentiels alliés. Toi, qu'est-ce que tu attends d'un allié LGBT+. Alors, concrètement, d'abord, un allié, c'est une personne qui est soit non LGBT+, soit non ouvertement LGBT+, et qui est solidaire de ses collègues LGBT+, visibles. Ça veut dire, donc ça passe par plusieurs étapes. D'abord, tout bêtement, l'empathie. On a le 17 mai, qui est l'occasion de beaucoup de manifestations, comme le 8 mars sur l'égalité femmes-hommes. On a le mois des Pride, on est dedans, mois de juin. Je ne vous raconte pas l'autre cercle, on est sursollicité. On est ravis, c'est bien, ça bouge bien. Ça veut dire que je manifeste, ça c'est bien, je suis présent à l'événement, je peux demander un tour du cou Rainbow Flag s'il y en a, je peux mettre que je suis allié ou le petit drapeau dans sa signature, je peux manifester dans mon équipe, je suis manager proximité, dans mon équipe, je dis bon, je vous rappelle qu'il y a c'est le mois des Pride, je veux juste rappeler que personnellement je suis allié du sujet et j'entends bien qu'il n'y ait aucun comportement déplacé, en tout cas ma présence ou en dehors de ma présence, juste ça. Quand on est juste collaborateur, on peut juste... Voilà, on se rend compte finalement, collègue qui ne parle jamais de sa vie privée, qui ne parle pas de ses enfants, collègue qui ne va pas bien. Vous savez, au moment effectivement du sida, vous avez beaucoup de compagnons qui devaient vivre la fin de vie de leur compagnon sans oser le partager. Alors que dans toutes les équipes, quand il y a quelqu'un qui a un décès ou une maladie grave du conjoint, il y a une espèce de mouvement de courroie de solidarité qui se fait. On comprend, parfois un peu agressif, on va lui alléger sa tâche. Donc il y a ce mouvement-là qui existe. Et pendant des années, et même encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes, quand le conjoint est malade ou quand on perd son conjoint, qu'on n'a jamais dit avec qui on vivait, on vit ça dans la solitude. Et on doit continuer d'être performant, ce qui n'est pas facile. Donc voilà, l'allié est attentif. Alors souvent d'ailleurs la visibilité, ça peut commencer par avec un collègue avec qui on se sent bien, on va le dire. Moi, dans les derniers événements, que ce soit intervention dans les COMEX, CODIR ou intervention comme ici, j'ai écouté, racontez que vous êtes assisté à cet événement et faites passer le message de dire que, en tout cas, pour vous, la porte sera toujours ouverte, en toute discrétion. Si on a besoin d'en parler, si on ne veut pas le dire à tout le monde, parce qu'une fois encore, il n'y a pas d'obligation de se rendre visible. C'est ce que Jérémy a profité, entre guillemets, de ce documentaire pour faire la totale familiale, en rajoutant le whisky. Mais c'est compliqué pour des hétéros de comprendre que des enfants porteurs d'un critère discriminant, qui sont toujours légitimes dans leur famille, ne le sont pas quand ils sont effectivement des jeunes en devenir, qui pensent être gays ou lesbiennes, ou qui ne sont pas dans leur corps bien. Il n'y avait pas de formalisation pour Jess à l'époque de se dire je suis en trans, fondamentalement. C'était juste je ne suis pas bien dans ma peau, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas moi. Et donc, ce travail-là, il ne peut se faire que si on crée des conditions d'attention. Et c'est le rôle, effectivement, des collègues de travail de se dire mais peut-être qu'il m'en a jamais parlé, peut-être qu'il est gay, là je veux mieux le dire. Bon, trouver le moyen d'en parler. Et puis après, c'est réagir. Machine à café, les propos, on réagit. Il ne faut pas demander à la personne concernée de réagir quand il y a un propos déplacé. Quelle est la bonne blague? Alors, il y a ceux qui sont un peu gênés, parce que vraiment, ils n'aiment pas ça, mais ils n'osent pas le dire. Puis il y a ceux, finalement, qui rigolent. Alors bien, quand les gens rigolent, personne ne le dit, ça veut dire que, globalement, le groupe se marre. Donc, le groupe n'aime pas ce que je suis. Donc, ça veut dire que je ne dis rien. Je ne vous parlerai pas du poil. Jérémy, tu l'as rappelé, quand tu es bien dans ta peau, quand tu es à l'aise, tu vas mieux performer. Et ce qu'on attend, finalement, des collabs, bien évidemment, ce qu'on attend des équipes. Donc je n'aborderai pas tout le volet RH quand on travaille sur la charte. Ce n'est pas l'objet ici, mais c'est vraiment de dire je manifeste mon intérêt
je profite du 17 mai, comme le 8 mars pour les hommes, pour dire ce que j'en pense. Je peux faire un peu plus, et on a le guide des alliés sur outrecercle.org. Il y a comment je fais allié premier niveau, et puis allié deuxième niveau, puis après je peux être super allié. Voilà, vous avez à ma gauche un super allié qui a été très très loin effectivement dans son engagement, parce que c'est une chose d'être allié des collègues, et puis de parler de sa famille, et de parler effectivement de son enfant et de son fils. On met à un moment donné un peu de sa vie privée sur la table, et c'est pas toujours simple. Donc c'est tout ce travail-là à faire, et puis après, si vous voulez aller plus loin, rejoignez l'autre cercle. Hein. D'abord, les alliés. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'alliés. Une qui est aujourd'hui membre du bureau de la fédération de l'autre cercle. Rejoignez l'autre cercle, venez travailler avec nous. Et nous, on a besoin de Missy, et d'ambassadeurs, d'ambassadrices. Donc, plus il y a de monde qui bosse dans les boîtes, mieux c'est. J'attends la réponse. Allô ? C'est à Bordeaux, c'est ça ? Non, c'est à Paris, mais Paris c'est à partir de la semaine prochaine, du 3 juillet. Oui, c'est ça. Bon, Julien ? Alors, est-ce que tu me permets d'apporter... oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que nos collaborateurs et nos collaboratrices, ils sont des collègues, mais ils sont aussi des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des cousins, des amis. Et donc, je sais que tu as un éclairage personnel peut-être sur la question. Oui. Alors, donc deux choses. Sur ce sujet allié, je vais juste terminer un point. Et en fait, c'est un panel que j'ai fait avec des étudiants pendant le Covid qui m'a fait penser. J'étais invité par la LSI qui a organisé avec des étudiants de dernière année de la LSI, de Cambridge, d'Oxford, enfin des meilleures universités. Il y avait des centaines d'étudiants. Et j'avais des questions. Quand je passe en entretien, est-ce que je peux dire je suis LGBT? Comment est-ce que je peux savoir si l'entreprise va être safe pour moi? Enfin, tout un tas de questions. Si vous aviez un réseau d'alliés au sein de votre entreprise, d'une taille, c'est pour ça mon ambition c'était 100%, mais d'une taille qui permettait dans les parcours d'entretien des étudiants, à un moment donné dans le parcours, d'avoir quelqu'un qui dit « Bonjour, je m'appelle Catherine, Tariq, Jérémy, je fais partie du réseau allié », ça met à l'aise tout de suite tous ces gens-là. Si c'est 22% de vos recrues potentielles, là vous mettez vos panels de recrues possibles, ça passe de 78% à 100%. Donc c'était juste ça que je voulais dire, que ce n'est pas juste le rôle individuel de l'allié, mais c'est aussi le rôle institutionnel que le réseau allié peut avoir. Ensuite, sur justement ce rôle de papa, en fait, au-delà de l'entreprise, mais de la famille, j'ai jamais essayé de demander à Jace de me convaincre qu'il était trans. Pourtant, enfin, quand on est trans, on fait une transition, on se pose des questions, des hormones, la chirurgie, c'est très engageant. Mais en fait, ce n'était pas la peine que je lui demande de me convaincre parce que je ne suis pas dans son corps. Je ne peux pas savoir. Et ça, je l'ai compris. Donc en fait, moi, mon rôle, et je pense que c'était vraiment le rôle qu'il fallait jouer, c'était un rôle de l'écouter, de m'éduquer à travers ce qu'il pouvait me dire, ce qu'il pouvait partager. Et puis, si j'avais une exigence, c'était de savoir qu'il se challengeait lui-même. Que lorsqu'il aura 30 ans, il regardera dans le rétroviseur de l'introspection que lui, il a fait sur lui-même, qu'il sache qu'il s'est posé toutes les bonnes questions. Donc, je l'ai invité, par exemple, à parler avec des gens qui avaient fait des détransitions, pour être sûr qu'ils ne se reconnaissent pas dans leurs histoires. Et il l'a fait. Voilà. Et il a fait avec d'autant plus de volonté qu'il savait que je lui demandais de faire pour lui, pas pour moi. Ce n'était pas mon corps, ce n'est pas ma vie, c'est lui qui devait porter, comme il disait, sa malédiction. C'est lui qui avait besoin juste que je lui tienne par la mienne, qu'il sache que je suis là pour lui, que je l'écoute. Et puis que j'ai une bienveillance qui est de dire, Jace, il faut juste que tu sois sûr que tu te poses des bonnes questions. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas aller au-delà, en fait. Jérémy, toi, tu as annoncé à ta famille, mais également dans le milieu professionnel. Est-ce qu'il y a eu des bonnes choses que tu as eues de la part d'alliés ou des choses que tu aurais peut-être aimé avoir? Par exemple, la Fédé et la Ligue, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'ils viennent me voir, qu'ils me proposent de travailler avec eux, c'est une preuve d'allié, une preuve d'ouverture et c'est pas un mot de tolérance, mais d'acceptation de ma personne. Après, dans l'équipe, très souvent, plus jeune, il y avait ce mot-là pour s'encourager, on n'est pas des PD. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, il faut arrêter avec ce mot, vous savez tous que je suis gay, arrêtez quoi. Et donc du coup, moi oui. Et après, du coup, ce mot a arrêté d'être dit et il a été remplacé. Ou sinon, le coach, à chaque fois, il marquait
soirée partenaire, les compagnes sont les bienvenues. Et moi je disais, et les compagnons. Et de là, et après il a changé, vos moitiés sont les bienvenus. Et c'est juste éduquer. Et du coup, les gens sont éduqués, les gens arrêtent de refaire les bêtises. Et au final, tout naturellement, ils deviennent alliés volontairement ou pas, mais ils changent leur méthode. Et nous, c'est tout ce qu'on demande, c'est juste d'être accepté, d'être compris, d'être bien. Et c'est juste un petit mot, un petit geste, juste une porte ouverte, ou juste ouais, t'inquiète mon pote, je suis avec toi. Ou ça m'est déjà arrivé, malheureusement, après avoir gagné à l'extérieur, des supporters un peu trop alcoolisés. C'est l'équipe de PD, voilà. Et je l'avais pas entendu. Et c'est les copains du rugby, donc les gars de mon équipe, qui sont partis voir les gars. Et ouais, vous avez quoi c'est bon, il l'a dit à la télé. Lui, il a plus de courage que toi. Et toi, tu cries comme ça alors qu'il est à 20 mètres. Et tu pars en courant. Et en fait, c'est les copains du rugby qui étaient un peu à l'arrière, au bar aussi, pour le coup, qui l'ont rattrapé et qui l'ont dit de se calmer. Et c'est aussi ça, le rôle d'allié. C'est voilà, remettre les gens à leur place, soutenir le collègue et surtout qu'on soit tous dans un milieu safe et voilà. Mais après, tout a été dit, donc je sais pas, je cherche, j'essaye de combler, mais en fait, ils ont tout dit, les copains, enfin Catherine et Tariq, donc voilà. Non, mais on voulait ton éclairage, donc c'était... Mais voilà, bien, tu l'as eu. Ce qui est quand même impactant, parce que c'est pas simplement les collègues par rapport après un match, c'est que la Fédé, c'est qu'on s'est remonté au national, le sèche après en main. Oserais-je dire, on verra, mais on aimerait que le monde du foot soit à l'image du monde du rugby. Ouais. En tout cas, qu'il y ait une remise en cause et un agencement et qu'on se remette un peu en question sur le sujet, y compris du point de vue des supporters, qui sont par ailleurs aussi racistes, antisémites, sexistes et LGBT-phobes. Mais justement, là-dessus, je vais rebondir parce que je suis beaucoup plus calé au niveau sportif et tous les sports. Parce que j'ai été encore avec la ministre des Sports la semaine dernière à la finale du top 14, enfin il y a 2 semaines. Et l'année prochaine, avec la DILCRA, ils ont imposé à la Ligue nationale de foot de faire au minimum 2 interventions éducative dans tous les centres de formation de Ligue 1 et Ligue 2 pour éduquer les jeunes, pour les sensibiliser à toute forme de discrimination. Donc ça, c'est très très bien parce que moi, je pense que l'éducation doit se faire le plus tôt possible. Et même si que les parents ou les grands, les anciens n'ont pas eu le même discours que nous ou qu'auront nos enfants ou la nouvelle génération, et c'est pas grave, tant pis pour cette génération, ils sont dans le creux de la vague, et la vague d'après, si on peut voilà, leur passer un message positif de tolérance, il y aurait moins de haine, il y aurait moins d'agression, il y aurait moins d'incompréhension et il y aurait moins de problèmes. Et pour finir avec le foot, par rapport au rugby et au foot, déjà il y a un gros travail à faire, c'est juste au niveau du respect. À partir du moment où l'arbitre n'est pas respecté sur le terrain, comment veux-tu demander aux supporters de respecter d'autres règles? Donc, l'arbitre, éduquer les jeunes pour qu'ils respectent l'arbitre et aussi éduquer les jeunes pour qu'ils respectent les gens qui les entourent, que ce soit dans la société, à l'hôtel. Parce que les dames de ménage, c'est pas forcément les boniches. C'est des petites règles simples qu'on nous apprend jeunes, mais qui n'est parfois mal entendu ou pas écouté par des copains qui ont un ballon rond. Mais je fais une généralité. Merci beaucoup à tous les trois. Alors je pense qu'on a une session de questions-réponses, mais avant ça, j'aimerais redonner la parole à Géraldine. Parce qu'on a parlé... de manière générale, Géraldine, tu nous retrouves. Merci de nous rejoindre. Donc, je sais que tu as monté un groupe de travail il y a 1 an. Alors, je les suis parce que je suis inclus dans la discussion. J'ai malheureusement pas, à titre personnel, le temps de m'y impliquer comme je voudrais. Mais je sais qu'ils ont énormément travaillé. Ils sont extrêmement impliqués. Est-ce que tu peux nous dire les réalisations, qui ils sont et ce qui s'est passé depuis 1 an ?
Alors tout à fait, Benjamin, beaucoup de choses se sont passées depuis un an. Donc effectivement, il y a un an, on a créé la Core Team Pride France LGBT+, et Alliés. Ça avait deux objectifs assez simples finalement, c'était d'identifier, de partager et puis de déployer des initiatives, des actions pour développer vraiment une politique dédiée en faveur des personnes LGBT+. Et puis le deuxième point qu'on a abordé notamment, c'était d'identifier des ambassadeurs de nos programmes, des alliés, pour soutenir, pour accompagner, pour écouter, et puis pour continuer finalement à développer l'information. Alors avant de répondre à ta deuxième question, parce que tu avais plein de questions dans ta question, sur les réalisations, je voudrais d'abord les remercier nommément. Alors je vais croiser les doigts pour oublier personne, mais je voudrais remercier Stéphanie, Cyril, Benoît, Gwenaël, Yann, Jean-Baptiste, Olivier, Nicolas qui se cache derrière, et puis finalement aussi tous les alliés, parfois invisibles, vous l'avez dit, qui soutiennent nos actions, toutes les personnes aussi qui se sont connectées aujourd'hui à cette table ronde dont on est vraiment super fiers. C'est vraiment que la première d'une longue série, donc merci aussi encore à vous d'avoir accepté d'être présents. Alors nos réalisations, elles sont quand même assez nombreuses. On n'a pas chômé. Alors, on est chez KPMG, on n'a pas chômé. Elles se sont organisées autour de 3 piliers. Et je pense que ça fait écho à ce que vous avez partagé. Le premier, c'était sensibiliser et communiquer. Donc la table ronde, c'est une manière de sensibiliser, c'est une manière de communiquer. Mais on a aussi une page intranet dédiée LGBT avec beaucoup de contenu pédagogique. Parce que je pense, comme tu l'as très bien dit, Tariq, aussi qu'il faut parfois chercher à comprendre, d'autres fois non. Mais il faut quand même chercher à s'informer et à s'éduquer, tu l'as dit aussi, sur les aspects de formation. Donc cette page intranet, n'hésitez pas à y aller, il y a vraiment beaucoup de contenu. Le deuxième point, c'est qu'on a fait un guide de communication inclusif, les do and don't, auprès de la population et de la communauté LGBT+. Parce que parfois, on peut se retrouver à se dire « ok, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais qu'est-ce que je peux dire pour être inclusif sans partir sur des périphrases de 4 phrases ?» Donc ça, c'était un premier pilier d'action. Un deuxième pilier, c'était, on l'a aussi évoqué, c'était vraiment veiller à une égalité de droits et de traitement. Donc vous le savez, on en a parlé notamment la semaine dernière avec les EthicsTalks, on a une ligne d'alerte éthique, mais c'était important pour nous aussi avec la Core Team pour vraiment réaffirmer finalement ce droit à l'égalité, le fait d'être bien traité et de ne pas accepter aussi des débordements, même si parfois ça peut être plus des maladresses que vraiment LGBT-phobes, en fait, c'est important de le dire que ça n'a pas sa place. Et puis, mesurer les avancées et puis collecter aussi les bonnes pratiques. Mesurer les avancées, on a fait, vous le savez, un baromètre avec Mosaïque RH qui traitait notamment de la question LGBT+. Et puis, moi, je crois beaucoup à la coalition. Alors, je crois qu'il faut que chacun fasse un travail, bien évidemment, de formation, d'éducation, mais je crois qu'on est toujours plus fort quand on est ensemble. Donc on a notamment pris à tâche il n'y a pas longtemps avec le réseau Pride de Microsoft pour, pareil, partager nos bonnes pratiques, partager nos avancées et voir ce qu'on pourrait faire ensemble pour aller encore un cran plus loin. Voilà, alors il y a plein de choses que je n'ai pas dites, je me suis vraiment concentrée sur les réalisations majeures, mais on a bien avancé, bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Alors pour aller un cran plus loin, est-ce que toi aussi tu as des must-win battles sur le sujet ? Tout à fait. Alors, toujours sensibiliser et continuer de former. En fait, on est sur du temps long. Je pense qu'on l'a vu à travers les différents témoignages. Finalement, l'inclusion et la diversité, ça ne se décrète pas. J'adorerais, mais ce n'est pas le cas. On est sur des temps longs pour faire évoluer la culture, pour faire évoluer les mentalités. Et puis, finalement, aussi pour que l'information se propage. Et justement, dans le réseau d'alliés, pour que de plus en plus de personnes se sentent à l'aise de parler, se sentent à l'aise de soutenir. Et bien évidemment, aux personnes LGBT+, d'en parler. Là, cette fameuse liberté de parole, cette insouciance, moi, j'y suis vraiment... c'est quelque chose qui me tient très à cœur, parce que moi, je ne me pose pas de questions, en fait. Et j'aimerais que ce soit le cas pour tout le monde. J'aimerais que finalement, ça devienne un non-sujet, entre guillemets. Vas-y, coupe-moi. La devise de mon club, c'est « Ensemble, plus loin, plus vite ». Je pense que ça résume un peu ce que tu as dit. Tout à fait. Je pense qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin dans nos valeurs. Dans notre devise. On est sur Together for Better et c'est vraiment le ensemble. Et en fait, ça ne doit pas rester que des mots. Moi, je suis intimement convaincue que les valeurs, si ça reste des mots placardés sur les murs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est dans nos comportements. Et on a eu la chance, la semaine dernière, lors de l'EthicsTalk, d'avoir... André Comte-Sponville, qui est un grand philosophe, en fait, qui a pu nous parler de l'éthique. Et ce qui était, moi, j'ai retenu que l'éthique, c'est d'abord une responsabilité personnelle. Et bien, l'inclusion et la diversité, c'est aussi une responsabilité personnelle. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que quand ça vous arrive
finalement dans votre cercle proche, finalement, on a envie aussi que ces personnes-là, dès qu'on est touché personnellement, elles soient incluses, elles soient acceptées telles qu'elles sont et qu'elles ne rencontrent pas finalement d'obstacles. Donc vraiment, continuer de sensibiliser et de former. On en a parlé aussi, le réseau des alliés. On l'a dit, en fait, ça peut prendre plein de formes différentes, mais je pense que c'est important de savoir que la porte est ouverte, quelle que soit la forme de la porte, entre guillemets. Il n'y a pas forcément besoin, alors on parlait de signaux visibles, mais parfois juste de dire « je suis là pour toi, la porte est ouverte », c'est ça en fait, finalement. Et de pouvoir aussi parler librement du sujet à cette fameuse machine à café à laquelle je tiens aussi énormément. Non mais voilà, plus on en parle, je pense, plus on libère la parole, plus en fait on fera tomber les barrières. Et puis le dernier point, c'est... moi, je crois, je vous l'ai dit, beaucoup à la coalition. C'est vrai pour le sujet LGBT+, c'est vrai pour les autres critères de diversité. Donc, c'est de continuer, en fait, de créer des groupes de travail inter-entreprises parce qu'on a tout intérêt à partager nos bonnes pratiques, tout intérêt aussi à partager sur nos difficultés et de voir comment, en fait, on peut se nourrir les uns les autres pour finalement faire avancer le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine. Merci à vous. Reste avec nous. Je reste. Je crois qu'on a un petit temps pour des questions. Alors Nicolas, est-ce qu'on a quelques questions ? Alors oui, en effet, on a plusieurs questions et plusieurs témoignages qui sont tous très émouvants. Donc merci beaucoup à tous les participants et participantes. L'idéal serait du coup d'en prendre au moins 2 ou 3. Donc si on peut faire des réponses qui sont plutôt concises dans le temps. Je vous partage un premier témoignage. Bonjour, je suis maman d'un garçon homosexuel. Lorsqu'il nous l'a annoncé, nous avons été surpris, mais nous avons tous très bien réagi. Ses 2 frères également, mais je sais que pour certains parents, c'est beaucoup plus difficile d'accepter. J'aimerais aider les parents à accepter la différence et leurs enfants, ou aider les enfants qui sont rejetés par leur famille. Y a-t-il des associations ? Oui. Il y a l'association Contact, qui est présente dans plusieurs régions de France, qui, donc Contact, comme un contact, j'ai trouvé les coordonnées, on peut les donner après l'émission, qui vraiment regroupe des parents qui se sont trouvés confrontés à une situation pour lesquels ils n'avaient pas les clés. Et donc, ça permet de rassurer. Je crois que c'est plutôt ça qu'il faut, plutôt là qu'il faut aller. Merci beaucoup, Catherine. Je vous partage une autre réaction qui va sans doute vous faire réagir. Bonjour, je pense que chacun peut parler de sa vie, qu'il soit homosexuel ou autre, mais dans ces cas, il suffit juste d'être ouvert d'esprit. Mais je ne pense pas que de mettre en avant des sujets aussi politiques en entreprise soit une bonne chose pour l'entreprise elle-même qui est régie par des règles. Il suffit de les respecter. C'est d'ailleurs à ça que sert la loi. Qu'en pensez-vous ? Vas-y d'abord. Je sais ce que je vais répondre, mais c'est important. Il faut revoir la vidéo, en fait, après. Je pense que la personne qui pose la question, c'est un peu ça. Mais en fait, quelqu'un ne décide pas de parler de leur préférence sexuelle ou de leur identité. En fait, c'est qu'on leur pose une question et ils ont le choix soit de mentir et de pas dire le film qu'ils ont regardé, avec qui ils ont regardé, avec qui ils sont partis en vacances, d'inventer des histoires, de se torturer par des mensonges, soit dire la vérité, de faire un coming out sans savoir si on est sur un terrain safe ou pas safe. Donc, c'est à ça que sert le fait de libérer la parole. Donc, je ne partage pas du tout, évidemment, moi non plus. Le sentiment de la question. Ah non, c'est délicat parce que j'ai pas envie de me perdre et puis on m'a demandé de répondre rapidement. Très simple, le dire, ne pas le dire, oui, pourquoi pas, mais les hétéros ne sont pas agressés parce qu'ils sont hétéros, donc faut en parler pour qu'il y ait moins de haine, moins d'agression. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est quand on est bien dans notre tête, on est plus performant, et donc on va arrêter d'enlever un masque. Enfin, on va arrêter de mettre un masque. On n'est pas à Venise. On fout le masque à la poubelle et puis on parle librement. On est comme ça. Et puis acceptez-nous comme on est. Et vous n'avez pas le choix. Voilà. Comme je ne sais pas si la personne n'a pas de problème avec le sujet et est juste ennuyée du fait qu'on mette le sujet sur la table, il faut dissocier 2 choses. Il y a le politique qui relève effectivement d'extension de droit, Pacs, mariage, PMA, simplification effectivement de changement d'état civil devant le tribunal de grande instance.
Et puis, il y a la politique de l'entreprise qui est que pas de propos discriminants, possibilité d'activer les droits, ce qu'on disait tout à l'heure, tu as raison de dire il faut que la personne revoie la vidéo. Je l'ai dit un peu en filigrane tout à l'heure, mais il y a une réalité, c'est que la visibilité, c'est le sujet nodal de notre histoire. Un noir, il est visible. Un petit gamin juif ou un jeune juif qui est, soit il porte une kippa aussi distinctif, ou un jeune musulman, catholique, qui a un signe de pratique religieuse, c'est visible. Une femme, quand elle est enceinte, c'est visible. Puis à un moment donné, il faut qu'elle le dise. Mais quand on commence par se cacher, parce qu'on ne sait pas comment réagir les collègues, ou si ça aura une incidence, comme pour les personnes en situation de handicap, on a 80% de personnes en situation de handicap aujourd'hui qui ne le disent pas. Ce n'est pas forcément peur de handiphobie, c'est peur du regard de l'autre qui va être déviant, c'est peur de se dire on ne va plus me considérer dans ma carrière professionnelle comme étant évolutif parce que avec mon handicap ça va être compliqué, tu comprends. Donc pour un gay, tu comprends, lui il est gay, il ne va jamais supporter de diriger une équipe que vont penser les clients, etc. Donc il faut vraiment neutraliser ça. Et la question de la visibilité, quand vous avez pu être rejeté dans votre famille, rejeté à l'école avec beaucoup de harcèlement, ai-je besoin de préciser les impacts du harcèlement scolaire aujourd'hui sur la vie de ces jeunes? Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup plus de tentatives de suicide des jeunes homos que des jeunes hétéros, et ça de manière constante. Du harcèlement dans l'enseignement supérieur. Tout le monde a entendu parler de ce scandale du WhatsApp raciste à l'école centrale de Lille. Et puis bien sûr, premier job, des propos déplacés, tout le monde rigole, on ne dit rien. Donc la question, ce n'est pas une question politique pour cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est que est-ce que je peux être moi-même, ce qui a été vraiment dit très clairement à travers les propos de cette table ronde, et que c'est pas un propos, c'est pas un postulat politique de l'entreprise, c'est que on peut pas parler d'inclusion, on peut pas parler de diversité, on peut pas parler d'ouverture avec effectivement un collectif de gens différents, mais qui sont représentatifs de la société, et de se dire que ces critères-là, parce qu'ils gênent à titre individuel. Oui, le mot mariage a un côté sacralisé, et oui, ça peut gêner des personnes qui sont pratiquantes, bien sûr. Est-ce que pour autant, on doit refuser aux personnes d'être elles-mêmes et d'être unies? Donc c'est ce pari de l'intelligence. Et j'invite cette personne à pousser ses curseurs. Et je lui propose même, si elle connaît une personne, en tout cas qu'elle voit avec le réseau de la Core Team, de discuter en privé. Parce qu'il faut aussi, ce serait pour le coup ma conclusion, tout ce qui est fait là est bien, c'est engagé, c'est parfait. Mais il faut qu'une personne qui n'est pas à l'aise avec le sujet puisse le dire. Non pas dans l'agressivité, mais puisse dire, écoute, voilà, Jérémy, Nicolas, Yann, bien compris, c'est compliqué pour moi. Il faut que je t'explique pourquoi c'est compliqué pour moi. Et qu'il y ait du dialogue. On vit dans un monde où maintenant il n'y a plus de débat. Si tu ne penses pas comme moi, tu es contre moi. Il faut arrêter ça. Et au moins sur le lieu de travail. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors le temps est dépassé, mais on a encore le temps pour une question, Nicolas. On fait une dernière question. Allez, alors, on est navré de vous prendre quelques minutes en plus, mais une dernière question si ça vous va. Le témoignage que je vous ai partagé juste avant est arrivé au début de la table ronde, donc on espère que la table ronde a permis de déjà répondre à ce témoignage. Et une dernière question très rapide. On parle d'inclusion LGBT+ au sein des entreprises. Si vous ne deviez retenir qu'une seule bonne pratique en entreprise, que vous l'ayez appréciée ou que vous l'ayez lancée, quelle serait-elle ? Alors ? Moi, je vais répondre pas avec une pratique, mais en fait, je vais répondre par ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui. C'est quand tu as dit que tu as fait ton coming out pour qu'il y ait des rôles modèles pour les autres. Ça, je trouve ça d'une générosité incroyable. Je suis généreux. Mais il faut. Ouais. Et quand je vois la difficulté qu'avaient des partenaires chez Price à être visibles, à faire leur coming out, être senior dans une organisation, dans une industrie, et se rendre visible comme ça, c'est un cadeau qu'on fait pour les autres. Moi, je vais conclure avec arrêtons d'être entourés de miroirs. On sait qu'on aime bien être avec des gens qui nous ressemblent parce que c'est sécurisant. Mais cassez-moi ce miroir et puis intéressez-vous à d'autres personnes qui sont à l'opposé de vous. Et vous verrez, vous allez manger différemment, vous allez voyager, vous allez peut-être goûter des pratiques intimes intéressantes aussi. Non, juste lâchez-vous et puis intéressez-vous à l'autre. Et plutôt que le dénigrer, intéressez-vous à l'autre. Voilà. J'aime bien rigoler quand je parle sérieusement. Ça décontracte un peu plus. Il y a plein de bonnes pratiques, mais il ne pourra pas y avoir de bonnes pratiques si, à un moment donné, à la tête de l'organisation, le ou la dirigeante ne dit pas clairement, dans les instances et en public interne,
je n'accepterai pas de comportement déplacé. Ce sera zéro tolérance. Et ce sera un argument aussi d'appréciation dans l'entretien d'évaluation, dans un parcours de collaborateur, de collaboratrice. Si vous dites ça, on y va par conviction, on ira par défaut, mais en tout cas, on sait que les lignes jaunes ne seront plus franchies. La bonne pratique, la première, c'est ça, et après, ça découlera beaucoup d'autres qui se passeront différemment en fonction de situation, ambiance, culture d'entreprise et secteur d'activité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci Géraldine, on était ravis de vous accueillir pour cette table ronde. On est au bout de notre timing, donc encore un grand merci à vous toutes et vous tous qui nous ont écoutés pendant 1 heure. Donc il y aura une retransmission en replay qui sera disponible sur l'intranet et vous recevrez le lien dans la prochaine newsletter ensemble. Ben, écoutez, on peut s'arrêter là et on vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.